l'influence de Maurice Duplessis, Monseigneur Louis-François Richer-Laflèche, Monseigneur Laflèche, l'évêque de Trois-Rivières, originaire de Nicolet, qui fait partie de ce qu'on appelle les ultramontains. Alors, les ultramontains, c'est un groupe d'ecclésiastiques, en fait, d'évêques conservateurs, dont le fondateur, disons, le premier père spirituel était Monseigneur Bourget de Montréal, qui considérait qu'il devait y avoir un lien entre l'Église et l'État, sujet d'actualité, et c'était donc une valeur québécoise pour eux, le lien entre l'Église et l'État, et que même qu'il devait y avoir une certaine suprématie de l'Église sur l'État. Autrement dit, les gouvernements devaient obéir aux principaux principes de l'Église catholique. Alors, Monseigneur Laflèche est devenu chef de file des ultramontains à la fin du 19e siècle. Et Monseigneur Laflèche, lorsque Néré Duplessis, le père, était député, il était, disons, son conseiller. C'est-à-dire qu'on regarde dans les archives de Maurice Duplessis, on voit des lettres de Monseigneur Laflèche à Néré Duplessis qui le conseille sur les différents projets de loi que le Parti conservateur doit approuver ou non à l'Assemblée législative afin que l'Église catholique soit contente. Alors, on ne sait pas trop si lui était conseiller de Néré ou Néré était le lobbyiste de Monseigneur Laflèche. En tout cas, on peut le voir comme on veut. Alors, Monseigneur Laflèche a été évêque quand même pendant 28 ans. Il avait 80 ans quand il est décédé, donc c'est un homme vraiment du 19e siècle. Mais l'influence de Monseigneur Laflèche, cet esprit de proximité entre l'Église et l'État est resté imprégné dans Maurice Duplessis tout au long de sa carrière. Les années 20. Alors, Maurice Duplessis va étudier au Collège Notre-Dame son primaire, Collège Notre-Dame de Montréal, revient faire son secondaire à Trois-Rivières, au séminaire de Trois-Rivières. Il retourne à Montréal faire son droit à l'Université Laval de Montréal à l'époque. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a une Université de Montréal à Laval, mais c'est une autre histoire complètement. Alors donc, il est avocat et évidemment, il y a la piqûre de la politique. Il va s'essayer une première fois en 1923. Il est défait par quelque chose comme 300 voix. Il faut dire que ce n'est pas des élections. 300 voix, c'est quand même une bonne marge à l'époque dans une petite circonscription rurale. En 1927, il va réussir. Il va être élu pour la première fois. Et il va devenir chef intérimaire en 1932. Mais là c'est ça. Là, j'ai un petit peu anticipé. Là, excusez-moi, c'était une présentation que j'ai... Comme on dit, je casse mon spectacle aujourd'hui. C'est la première fois que j'utilise ce PowerPoint-là. Il va devenir chef éventuellement, mais pour le moment, il siège comme député. Élu en 27, l'Assemblée législative, à cette époque-là, le gouvernement n'a pas beaucoup de travail, le Parlement non plus. Ça siège seulement de janvier à avril à peu près. Donc, il va faire son entrée à l'Assemblée législative en janvier 1928 comme député conservateur, dans l'opposition, parce que ce sont les libéraux de Taschereau qui sont bien en place. Les libéraux sont là depuis 1897. Le Parti conservateur, à cette époque-là, c'est un groupe complètement discrédité au Québec, tant au fédéral qu'au provincial. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais Taschereau, premier ministre, entend Maurice Duplessis faire son premier discours et, paraît-il, après le discours, aurait dit « Surveillez ce jeune homme, il ira loin ». Donc, déjà, il fait sa marque, Maurice Duplessis, et d'ailleurs, ça va être celui qui va faire tomber Taschereau en 1935. On va y revenir tout à l'heure. Donc, Maurice Duplessis devient député à l'Assemblée législative du Québec, dans l'opposition conservatrice, un parti complètement affaibli au Québec à cette période-là. Le Parti conservateur, donc, attendez un instant, il est affaibli. Pourquoi? Il est affaibli parce qu'il y a un certain nombre d'événements que ceux et celles qui étudient l'histoire du Québec connaissent bien, qui ont disons, heurté la sensibilité des Canadiens français. Les premiers, c'est, en fait, dans la série qui va heurter directement, ou qui va nuire directement au Parti conservateur, le premier, c'est l'affaire Riel, la pendaison de Louis Riel en 1886. Alors, il y a eu les rébellions de la Rivière-Rouge en 1869, 70, là où est Winnipeg maintenant, la prise de Fort Garry par les Métis de Louis Riel. Il y a une négociation, on crée la province du Manitoba, Louis Riel s'en va aux États-Unis, il s'exile. En 70, le gouvernement négocie. Louis Riel, entre-temps, est pris de délire mystique. Et, pour reprendre ça dans les termes d'aujourd'hui, il est devenu une espèce
d'intégriste religieux. Il veut créer une théocratie, créer une nouvelle Église. Alors, il mélange un petit peu les revendications politiques des Métis, des Indiens, avec son délire religieux. Finalement, ça va se terminer par une confrontation armée en 1885 avec la milice canadienne. Louis Riel va être emprisonné et on va le juger pour le meurtre, un meurtre qui aurait eu lieu, en fait, pour meurtre, c'est l'accusation officielle, pour le meurtre de Thomas Scott pendant la rébellion de 1870. Alors, là, je pourrais vous raconter toute l'histoire. Cela dit, ce qui est important pour le moment, c'est que ça va diviser l'opinion politique canadienne entre les Ontariens orangistes protestants qui veulent qu'on pende Louis Riel et les Canadiens français catholiques qui veulent qu'on le gracie. Et le premier ministre MacDonald va décider de laisser aller la pendaison, si bien que le Parti conservateur va avoir un recul au Québec, tant au fédéral qu'au provincial. Donc, le Parti conservateur connaît un premier recul. Ça va se traduire à la fin du 19e siècle par l'élection, par exemple, de Wilfrid Laurier, avec un fort appui du Québec. Wilfrid Laurier, qui va être le premier Canadien-Français premier ministre du Canada, qui va être là de 1996 à 1911. Ça va se traduire aussi par l'élection d'Honoré Mercier avec son Parti national, tout de suite après, en 1887, tout de suite après la pendaison de Louis Riel, qui va créer un parti politique qui va être une tentative d'unir les conservateurs et les libéraux. Donc, il va être quelques années Honoré Mercier. Les conservateurs vont reprendre un petit peu le pouvoir, mais vont le reperdre très rapidement. En 1997, les conservateurs au provincial perdent le pouvoir. Et si on regarde les statistiques électorales pour les années 20 et les années 30, vous allez voir que jusqu'en 1931, les conservateurs sont dans l'opposition avec très peu de sièges. 9 députés conservateurs, dont Maurice Duplessis, contre 75 libéraux. Et ici, petite remontée des conservateurs qui ne se traduit pas par un nombre de sièges beaucoup plus important. Ça, c'est notre mode de scrutin. Je vais vous faire un cours de 3 heures là-dessus, mais vous savez que c'est pas proportionnel. Le pourcentage de vote global ne reflète pas le pourcentage de sièges obtenus. Parce que notre mode de scrutin fait en sorte qu'on fait des élections région par région. C'est le premier, le parti qui est premier dans chaque région qui remporte le siège. Alors, l'idée, c'est d'arriver premier partout. Et les libéraux, avec 55% des votes globalement, sont arrivés premiers 79 fois, puis les conservateurs seulement 11 fois. Donc, encore une petite opposition. 1931, Maurice Duplessis est parmi les quelques députés qui réussissent à se faire élire chez les conservateurs. Alors, la suite de l'histoire, on va y revenir. Maurice Duplessis va réussir à prendre le pouvoir avec son Parti conservateur, malgré l'impopularité des conservateurs au Québec. Alors, comment il va faire ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il va faire du tout. Bon, premièrement, il devient chef de l'opposition en 1932. J'avais commencé à en parler tantôt. Son chef, qui était M. Camillien Wood, qui était maire de Montréal, qu'on voit sur la photo ici. Camillien Wood, maire de Montréal et député et chef conservateur, on pouvait cumuler plusieurs postes, perd ses élections en 1931 comme député provincial. Il demeure maire de Montréal jusqu'à 1932, je crois. Alors, là, en 1931, Duplessis commence à être pas mal senior à l'intérieur du Parti conservateur, et en 1932, lorsque Camillien Wood va décider de démissionner comme chef du Parti conservateur, parce que ça va mal être chef de l'opposition quand on n'est pas à l'Assemblée nationale, parlez-en Philippe Couillard. Alors donc, il décide de démissionner et Maurice Duplessis va prendre sa place. Il va être élu par le caucus de son parti comme chef de l'opposition officielle. Ça n'en fait pas encore le chef du Parti conservateur. Il faut passer devant les délégués du parti. C'est ce que Maurice Duplessis va réussir à faire. Il va devenir chef du Parti conservateur en 1933. Il va avoir une élection à la chefferie du Parti conservateur. Il va battre Onésime Gagnon, qui est député fédéral, qui est le candidat de Hood, parce qu'à ce moment-là, Camillien Wood, puis
Maurice Duplessis, ils ne sont pas en bon terme. Duplessis gagne. Il devient chef de l'opposition, non pas par intérim, mais de plein droit. Et je vous disais, comment il va faire pour remonter le Parti conservateur? Il va profiter d'une première chose, la crise économique. La crise économique, c'est pas bon pour les gouvernements qui sont au pouvoir. Au fédéral, Mackenzie King, qui est au pouvoir, le libéral, depuis 1921, au lendemain de la crise, il se fait sortir dehors. C'est les conservateurs qui prennent la place en 30. Mais les conservateurs ne règlent pas la crise. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, en 1935, les gens vont voter contre les conservateurs. Ils vont remettre King. Alors, une crise économique, c'est pas bon. Donc, tôt ou tard, les libéraux vont finir par payer eux aussi. Mais c'est pas évident parce qu'ils partent de loin, les conservateurs. Deuxième facteur qui va l'aider, Maurice Duplessis, dans les années 1930, ben, c'est l'existence de dissidents à l'intérieur du Parti libéral d'Alexandre Taschereau. Et troisième chose, l'usure du pouvoir. Les libéraux sont là depuis 1897. Alors là, il y a toute une série de premiers ministres, dont les plus importants sont Lomère Gouin et Alexandre Taschereau. Ils sont là tous les deux depuis 1905. Là, on parle de 30 ans. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu, qui votaient, là, puis qui n'avaient jamais connu ceux qui étaient là avant. Et donc, le Parti libéral est usé, il est corrompu. C'est la crise. Et en plus, ben, là, il y a des dissidents au sein du Parti libéral. Le Parti libéral du Québec, là, c'est le plus vieux parti provincial. Le Parti libéral du Québec s'est divisé à plusieurs reprises. Hein. Il va se diviser une première fois dans les années 1930. Il va se diviser de nouveau. Alors là, ils vont donner naissance à l'Action libérale nationale. Il va se diviser de nouveau en 1967. Ça va donner le Parti québécois. Puis ils vont se diviser de nouveau en 1992. Ça a donné quoi? Action démocratique du Québec. Mario Dumont. Mario Dumont. Alors, le chef de file de ces jeunes libéraux qui vont créer un parti dissident, c'est Paul Gouin. Paul Gouin va être chef de l'Alliance libérale nationale. Bon, c'est-tu l'Alliance libérale nationale? Non, c'est l'Alliance, c'est l'Action. Non, un trou de mémoire. L'Action libérale nationale. L'Alliance des Gouin, là, il y a une faute, là. Alors, cette Action libérale nationale, l'Action libérale nationale, c'est le nom du parti, va être créée en 1934 et va élaborer un programme de parti politique. Un programme qui va chercher les idées du temps, les idées progressistes ou nouvelles, parce que dans les années 30, il y a beaucoup on remet en cause le système économique libéral. Le libéralisme aurait mené l'Occident à la banqueroute, à la grande crise de 1929. Alors là, il y a toutes sortes d'idées nouvelles qui vont apparaître dans les années 30. C'est vraiment une époque d'effervescence intellectuelle. Il va y avoir les communistes et les socialistes, mais au Québec, ça ne marche pas trop parce que l'Église catholique est opposée au communisme. Il va y avoir le crédit social, qui va avoir des hauts et des bas. Donc, les créditistes vont être là. Il va y avoir l'Église catholique qui a certaines idées sur l'organisation économique qu'on va appeler le corporatisme. Ça demanderait 3 heures d'explication aussi. Et les jeunes libéraux vont aller chercher plusieurs de ces idées-là et ils vont créer le programme de l'Action libérale nationale, inspiré d'un autre texte d'intellectuels nationalistes qui s'appelle le Programme de la restauration sociale, qui date de 1933. Donc, les années 30, époque passionnante, quand on sait qu'à un moment donné, les gens vont recommencer à manger à la fin de la décennie. C'est intéressant, là, mais c'était pas intéressant à vivre. Mais sur le plan de l'histoire des idées, c'est tout à fait intéressant. Alors, Paul Gouin crée un parti politique avec des dissidents du Parti libéral. La population réagit favorablement parce qu'on cherche une alternative aux libéraux. C'est la crise, puis bon, les conservateurs sont discrédités depuis longtemps. Maurice Duplessis est assez populaire. Bon, Duplessis voit ça, lui. Alors lui, il est chef du Parti conservateur en 1933 et il va, quelques jours avant l'élection de 1935, offrir à Paul Gouin une alliance, l'alliance Duplessis-Gouin. Alors, une alliance qui consiste à dire on va pas présenter de candidats contre vous dans un certain nombre de comtés. Dans un certain nombre de comtés, on va présenter des candidats, nous autres, les conservateurs, vous n'en présenterez pas. Et si on bat les libéraux, je serai premier ministre et vous, Paul Gouin, vous allez choisir la plupart des ministres. Alors, c'est ça, l'alliance Duplessis-Gouin, 18 jours avant l'élection de 1935. L'élection a lieu, ils ont failli gagner.
Les libéraux ont 48 députés et l'Alliance du Plessis-Gouin, attendez, pour pas que je me trompe, en a 42. Donc, Taschereau est toujours au pouvoir, majoritaire, très affaibli. Parmi les 42 de l'opposition, il y en a 26 qui viennent de l'Action libérale nationale. Il y en a juste 16 qui viennent du Parti conservateur. Mais fidèle au pacte qu'il y a eu, c'est Maurice Duplessis qui est chef de l'opposition. On n'en avait pas parlé, c'était juste son formel gouvernement, mais bon, logiquement, ce groupe parlementaire formé de 2 partis politiques, Action libérale nationale et Parti conservateur, est dirigé par Maurice Duplessis, qui est le chef du 3e parti techniquement, mais il va être chef de l'opposition. C'est là que Maurice Duplessis va ravir le leadership à Paul Gouin. Alors, Paul Gouin, en 1935, il est arrivé avec une équipe jeune, avec des bonnes idées. Le programme de l'Alliance Duplessis-Gouin, c'était le programme de l'Action libérale nationale. Alors, il y avait quoi dans le programme de l'Action libérale nationale? Il y avait... Mon Dieu, c'est bien mal écrit, ça. Ah oui. Assainir les mœurs politiques, c'est ça. Il faudrait que j'assainisse mon écriture aussi. Des mesures sociales. La lutte au trust. Alors, c'était quoi les trusts? C'était les monopoles, les grandes compagnies qui monopolisaient un secteur de l'industrie, qui écrasaient la concurrence et pouvaient charger les prix qu'ils voulaient. Et le principal trust de l'époque, qui était honni par l'Action libérale nationale, c'était le trust de l'électricité. Donc, ce que l'Action libérale nationale proposait, c'était de nationaliser les compagnies d'électricité. C'était dans le programme de 1935. Duplessis avait été avocat de la Shawinigan Water and Power. Alors, imaginez-vous pas que Duplessis va faire ça un jour, mais en tout cas, c'est dans le programme. Planification des ressources naturelles. Coopération, coopératisme, que vous connaissez bien. Réforme ouvrière, réforme de l'agriculture, ministre de l'Industrie et du Commerce. Écoutez, on est dans les années 30, là, puis on a un programme qui est assez intéressant, appelons ça progressiste. C'est le programme de Duplessis de Gouin en 1935. Bon, là, évidemment, ils ne sont pas élus, ils ne vont pas faire ça, mais c'est pour vous dire que le groupe de Gouin, c'était, appelons-les des progressistes. C'était allié des conservateurs, et eux, ils ont fourni le programme. Mais ils n'avaient pas un sou. Alors, Duplessis, lui, a fourni l'argent, fourni une organisation qui avait une certaine expérience, même s'il perdait souvent. Alors, c'était un peu ça. Là. On partageait les idées, l'argent et l'organisation. Bon, une fois au pouvoir, mais une fois élus, ces 42 députés vont talonner le gouvernement de Taschereau. Ils vont l'acculer à démissionner. Avec le fameux comité des comptes publics de début 1936. Alors ça, le comité des comptes publics, c'est un comité de l'Assemblée législative qui n'est pas convoqué très souvent, mais que Duplessis va réussir à convoquer, et c'est un comité qui est présidé par le chef de l'opposition. Ça s'est transformé en tribunal d'inquisition contre le gouvernement Taschereau. Si vous avez l'occasion de louer ou de revoir la série pas de Gilles Carle, là, mais scénarisée par Denis Arcand, c'est qui a réalisé ça déjà? En tout cas, peu importe, là. C'est auteur, recherche, réalisateur. Bon, Mark Blandford, on l'a oublié. Bon, mais très bonne série, avec Jean Lapointe dans le rôle de Duplessis. C'est absolument extraordinaire. J'ai essayé de copier pour vous la présenter, la séquence où on présente le comité des comptes publics. C'est tout à fait drôle. Alors, l'histoire des culottes à Vautrin. Hein, ça vous dit quelque chose, c'est les culottes à Vautrin? C'est que le ministre des Terres et Forêts, Vautrin, Irénée Vautrin, ministre de Taschereau, s'était fait payer une paire de culottes de pantalons pour aller dans le bois, payé par le gouvernement. Alors, c'est quelque chose, en fait, on pourrait plaider que c'est des vêtements de travail, parce qu'il fallait qu'il aille dans le bois, comme ministre des Terres et Forêts, mais Duplessis réussit à mal le faire paraître, puis là, tout le monde parlait des culottes à Vautrin. Il y avait le neveu du premier ministre qui avait fait un compte personnel dans lequel il déposait l'argent du gouvernement en attendant, en tout cas, il ramassait des intérêts sur de l'argent qui appartenait au gouvernement, toutes sortes de choses. Je veux dire, c'est une pépinière d'idées pour nos politiciens d'aujourd'hui. Alors, Duplessis a lavé carrément Taschereau. Taschereau démissionne. Il demande la dissolution de l'Assemblée législative, mais il démissionne en même temps et il remet le pouvoir à Adélard Godbout, jeune député qui était resté fidèle. Adélard Godbout va nommer un cabinet.
formé de ministres dont aucun fait partie du gouvernement de Taschereau, évidemment pour montrer que c'est plus la même gang, mais Duplessis va remporter l'élection en 1936. Alors, en 1936, ce qui va se passer, c'est que Duplessis ne voudra plus une alliance avec Gouin. Parce que là, Duplessis a carrément pris toute la place. Il n'en a plus besoin. Alors, quelques jours de l'élection, il réunit les députés de l'Action libérale nationale et du Parti conservateur et il se fait nommer chef de l'Union nationale. Alors là, il a créé un nouveau parti. Il devient chef d'un nouveau parti. On dissout l'Action libérale nationale. Gouin ne va même pas se représenter. Il y en a quelques-uns des anciens de Gouin qui vont se présenter comme candidats indépendants, mais tous les anciens députés de Gouin, de l'Action libérale nationale, vont se rallier à Duplessis et se présenter sous la bannière de l'Union nationale. Duplessis va remporter la victoire, et ça, c'est le cabinet de Maurice Duplessis en 1936. Il y a le grand-père de Jack Layton là-dedans. Il y avait un Layton dans le groupe. L'Union nationale au pouvoir. Alors, Duplessis. Attends un petit peu, j'avais une citation tantôt. Ah oui, excusez, on va reculer la bobine, reculer ça. Pendant lorsque Taschereau a dissous, a demandé la dissolution de l'Assemblée législative, quand on l'annonçait à Duplessis, Duplessis a dit aux journalistes, avec un gouvernement aussi dissolu, la dissolution s'imposait. Alors ça, c'est le genre d'humour que Duplessis va pratiquer pendant toute sa carrière. Alors, Maurice Duplessis a récupéré des gens de l'Action libérale nationale, et parmi eux, les plus progressistes et les plus farouches, dont René Chaloux. C'est lui, René Chaloux, qui va être celui qui va avoir l'idée du drapeau que vous avez sur vos tables. Là, c'est René Chaloux, député de Québec. Mais lui, il va débarquer très rapidement du Parti de l'Union nationale, parce que Duplessis ne va pas suivre son programme. Et d'ailleurs, Duplessis va lui dire à René Chaloux, un programme, c'est bon avant les élections, et les élections sont terminées. Alors, oubliez ça. L'autre qui va déchanter, c'est le docteur Philippe Hamel, dentiste de Québec, qui, lui, est un partisan de la nationalisation de l'électricité. C'est lui qui, pendant des années, a combattu les fameux trusts de l'électricité. Duplessis, on est capable de réduire les prix et de mater les compagnies d'électricité sans faire de nationalisation. Puis, il y en a 4 ou 5 qui vont se détacher de l'Union nationale, qui vont siéger sous le nom du Parti national, qui va pas durer. Chaloux va rester longtemps comme indépendant, par contre. Il va se lever à tout bout de champ pour demander un drapeau québécois. Duplessis, en 1948, va répondre, attend la question de Chaloux, qui va encore lui demander le drapeau québécois, puis il va lui dire, « Monsieur Chaloux, le drapeau du Québec flotte déjà sur l'Assemblée nationale. » Février 1948, je crois. Alors, voilà, Duplessis, qu'est-ce qu'il va faire? Il a abandonné le programme d'Action libérale nationale, le programme progressiste. Il ne gardera pas grand-chose, sauf l'électrification rurale, les prêts aux agriculteurs. Tout le reste, il va oublier ça. En fait, Duplessis, sur le plan économique, va gouverner comme les libéraux avaient gouverné de 1897 jusqu'à 1936. C'est-à-dire une politique économique libérale petit L, une politique d'ouverture aux capitaux étrangers, de développement des ressources naturelles, pour procurer des emplois à bas prix aux Canadiens français qui n'ont pas d'instruction. Il ne va rien faire pour que cette économie québécoise appartienne aux Canadiens français. Donc, d'où la controverse dont on va reparler plus tard, parce que Duplessis est un conservateur ou un libéral. En fait, sur le plan économique, c'est un libéral. Il va poursuivre la politique des libéraux de Taschereau et de l'autre avant. Plus ça change, plus c'est pareil. Alors, dans les années 30, qu'est-ce qu'il fait, Duplessis? Bien, il va faire quelques petites réformes, dont celle de l'électrification rurale, celle des prêts agricoles. Le salaire raisonnable, l'Office des salaires raisonnables. On va créer un salaire minimum. Attention, là, on se dit, bon, Duplessis veut améliorer le sort des ouvriers. Le salaire minimum qui va être fixé est plus bas que la moyenne de ce qu'on offre dans le marché. Alors, ce que les employeurs vont faire, ils vont dire, je les paye bien trop. Alors, son salaire raisonnable, minimum, il va avoir une pression à la baisse sur les salaires. Alors, attention. Il va accepter les pensions de vieillesse du gouvernement fédéral, parce que là, ça prenait l'accord des provinces. Les pensions, c'est censé être
compétences provinciales. Alors, les libéraux, avant, avaient refusé, sous prétexte d'autonomie provinciale, les pensions de vieillesse. Duplessis, qui pourtant va devenir un grand champion des droits des provinces, va accepter les pensions de vieillesse fédérales. Mais ça ne coûte rien, ça vient du fédéral. Il va accepter l'argent du fédéral, d'ailleurs, pour les orphelins de Duplessis. Hein, vous connaissez l'histoire, c'est juste à côté d'ici. Le gouvernement fédéral offre des subventions pour les asiles d'aliénés. Alors, Duplessis va faire passer les orphelins pour des aliénés pour que ce soit le gouvernement fédéral qui paye. Duplessis va créer un certain nombre de programmes sociaux. Le programme social, c'est des pensions pour les mères nécessiteuses. Alors, tu dis, bon, mais c'est bien ça, il y a tellement de filles mères, puis il y a tellement de veuves, puis de divorcées. Non. Dans le fond, c'est une pension aux veuves, parce qu'une femme célibataire qui a un enfant n'a pas droit à cette pension-là, puis une femme séparée non plus. Donc, programmes sociaux, oui, mais disons que c'est minimal. En fait, le credo de Duplessis pour les programmes sociaux, il faut dire qu'on est dans les années 30, là, il n'y en a pas beaucoup de programmes sociaux encore. Il ne veut rien faire qui serait contraire à son principe. Donc, pendant 3 ans, il est premier ministre dans les années 30. Il gouverne comme un premier ministre des années 30. On pourrait faire des parallèles avec l'Alberta, avec l'Ontario. Il subit lui aussi le problème d'être en pleine crise économique. Ce n'est pas un petit premier ministre provincial dans un État libéral, au sens d'un État non interventionniste, qui va régler la crise. Le fédéral non plus n'est pas capable de régler la crise. Donc, ça va lui nuire comme tout le monde. Il va aussi... attendez un instant, là. Vérifier où est-ce que je suis rendu. J'ai bien avancé, hein, ça va bien. Ah oui. En 1939, premièrement, il y a des problèmes d'alcool aussi. Hein. Les problèmes d'alcool vont lui nuire énormément, puis il va décider d'arrêter de boire pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il va être dans l'opposition, puis après ça va bien aller son affaire. Alors, il y a un problème d'alcool. S'il buvait raisonnablement, c'est une chose, mais il n'est pas raisonnable. D'ailleurs, on a toutes sortes d'anecdotes au sujet de ces sparages pendant même des conférences fédérales provinciales. Alors, il a cassé des verres au Château Frontenac. Alors, donc, ça ne l'a pas aidé, puis ça le rendait erratique hein, à la Chambre d'Assemblée, à l'Assemblée législative. Alors, ces problèmes d'alcoolisme vont se transformer en diabète aussi, il va y avoir d'autres problèmes de santé. Cela dit, en 1939, il va perdre le pouvoir pour 2 raisons principales. La première, la crise. Et la deuxième, il décide de déclencher des élections anticipées, c'est-à-dire après seulement 3 ans, parce que le gouvernement fédéral vient de déclarer la guerre à Hitler. Et là, il s'est dit, je vais jouer de ruse, je vais dire aux gens, si vous votez pour les libéraux provinciaux, ça va être pris comme étant un appui à l'effort de guerre du Canada, parce que Duplessis est opposé à la participation à la guerre. Alors, son opposition à la participation à la guerre va lui faire perdre des anglophones du Québec. Bon, ça, il peut s'en passer. Mais en plus, les libéraux vont contre-attaquer. À cette époque-là, l'aile fédérale et l'aile provinciale, c'est la même chose. Alors, les libéraux au pouvoir à Ottawa de Mackenzie King vont venir en aide à Adélard Godbout, chef de l'opposition à l'Assemblée législative. Ils vont intervenir, les ministres québécois, Cardin, Power, et Ernest Lapointe vont intervenir dans la campagne électorale de 1939 en disant, écoutez, attention là, si vous élisez l'Union nationale, vous n'aurez pas le résultat que vous comptez, parce que si vous réalisez l'Union nationale et non pas les libéraux, nous autres, on va démissionner du cabinet fédéral. Alors, il n'y aura plus de Canadiens français à Ottawa. Puis là, ça va laisser la place complètement libre aux conscriptionnistes canadiens-anglais qui veulent la conscription, eux autres. Parce que pourquoi les Canadiens anglais veulent la conscription, puis pourquoi ils la voulaient en 1917? C'est parce que, au début du 20e siècle, la majorité des Canadiens anglais sont ou bien nés en Angleterre, ou bien enfants, fils ou filles d'Anglais. Alors pour eux autres, l'Angleterre, là, puis le Canada, c'est la même chose. On fait partie de l'Empire britannique. On est des Canadiens, mais des Canadiens, c'est aussi être des Britanniques. Alors il n'y en a pas eux autres, ils vont à la rescousse de la mère patrie. Puis pourquoi nous autres, Canadiens français, on ne voulait pas aller à la rescousse de la France? Bien, parce que nous autres, on a été séparés de l'Europe au 18e siècle, en 1760. Même avant les Américains. Les Américains, ils ne voulaient pas plus aller se battre. On n'est pas différents des Américains. On n'a pas à avoir honte de dire, nous autres, on ne voulait pas participer à la Première Guerre. En tout cas, pour ceux qui ne voulaient pas, ou la Première ou la Deuxième. Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas.
L'attitude des Canadiens français est la même que l'attitude des Américains pendant les deux guerres. L'Europe qui s'arrange avec leurs problèmes. Alors, c'est pas plus grave que ça, mais sûr qu'on était traités de traite et toutes sortes de choses. Ceux qui disaient, à tout le moins, on ne devrait pas être obligé d'aller se battre, parce qu'on était détaché de l'Europe depuis 200 ans. Alors, Duplessis, lui, était contre la participation à la guerre, évidemment encore plus contre la conscription, et ça lui a nui. Hein. Il a perdu les anglophones qui appuyaient les conservateurs, traditionnellement, et l'Union nationale. Et en plus, bien, les gens ont cédé à ce que les libéraux disaient. Si vous votez pour l'Union nationale, nous autres, on démissionne, puis là, ce que vous ne voulez pas avoir, vous allez l'avoir. King va sûrement faire de la conscription. Alors, en 1939, Duplessis perd, s'en va dans l'opposition, ce qui va lui faire le plus grand bien. Pas facile de gouverner en temps de guerre, surtout qu'éventuellement, il va y avoir une crise de la conscription. C'est mieux d'être dans l'opposition, puis revenir après. Alors, Duplessis a été tout à fait... a profité de son séjour dans l'opposition. Alors, il va se refaire une santé. Oh! Là, il y a un trou, là. Il n'y a rien, là. En tout cas, il va passer beaucoup de temps à l'hôpital, il va arrêter de boire. Donc, il va regarder, finalement, Godbout se débattre avec la question de la conscription, parce qu'éventuellement, Mackenzie King va la faire, la conscription, mais il va être assez habile. Pas mal plus habile que durant la Première Guerre mondiale, Borden avait imposé la conscription comme ça, après avoir promis de jamais la faire. Alors King, en 1939, ses ministres sont venus dire aux Québécois, il n'y aura pas de conscription avec nous autres. En 1940, King est réélu au fédéral, aux élections générales fédérales, en disant il n'y aura pas de conscription. Alors là, on avait une promesse qu'il n'y aurait jamais de conscription. Mais là, la guerre avance. Puis il voit venir exactement le même phénomène qu'il y avait eu en 1917. Il manque de troupes, on n'a pas assez de volontaires, donc des pressions des Alliés. Il s'y prend à l'avance, Mackenzie King. Il va faire un référendum en 1942 en disant la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. Alors, relevez-moi de ma promesse de ne pas faire de conscription et moi, je vais tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Deal. OK. Au Québec, 80% disent non. Parce que la promesse a été donnée aux Québécois lors des élections de 1939. Puis en 1940 aussi. Ce n'était pas une promesse qu'on faisait à la grandeur du Canada. Mais le fameux référendum sur la conscription, il a été fait à la grandeur du Canada. Puis au Canada anglais, c'était 80% pour le relevé de sa promesse. Donc, pour la possibilité de la conscription. Alors, évidemment, là, toute une génération, au référendum de la conscription de 1942, a pris conscience que dans le fond, quand ça compte vraiment, là, Canadiens-Français, comme on s'appelait à l'époque, on va toujours perdre. Parce qu'on est minoritaire dans ce pays-là. Alors, toute la génération des indépendantistes, après, là, ils ont pris acte du fameux référendum. Rendu, là, à bottom line, là, pour dire comme les autres, là, on va toujours perdre. Et de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus minoritaire dans le Parlement fédéral. Mais s'il y a des référendums, on est 22,9% de la population canadienne. Alors, au bout du compte, le statut minoritaire finit toujours par faire jouer notre détriment. Alors, référendum sur la conscription, c'est Godbout qui va être pris avec ça. Godbout, son parti libéral, il est obligé d'appuyer King. Alors là, en 1944, ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'en rappeler. Alors, c'est Godbout qui va payer pour la conscription 1944. C'est Godbout qui va payer pour la conscription faite à Ottawa, puis Duplessis va revenir au pouvoir. Un Duplessis nouveau et amélioré, parce qu'il est en bonne santé, et il a décidé deux choses, Duplessis, c'est que plus jamais je me ferai prendre par un manque d'organisation. En 1939, son organisation n'a pas fait le travail. Alors là, il a mis Joe D. Bégin, je pense député de Sherbrooke, en charge de l'organisation. Puis l'organisation de l'Union nationale à partir de 1944, numéro 1. Et deuxième chose aussi, il avait souffert dans les années 30, Duplessis, du fait que le gouvernement fédéral, disait-il, étranglait les provinces. Le gouvernement fédéral empêchait les provinces d'emprunter et était donc dépendante des subventions du gouvernement fédéral pendant la crise. Alors, il s'est dit, plus jamais non plus, je vais dépendre du gouvernement fédéral. Alors là, ça va être deux principes qui vont suivre dans les années 40 et 50, organisation politique et être indépendant du gouvernement fédéral. On va voir comment ça se déploie. 1944, il est élu avec 38% et 48 sièges.
Les libéraux, 40 et 37 sièges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un parti politique qui s'appelle le Bloc populaire canadien, dirigé par André Laurendeau, qui va aller chercher 15 du vote. Et 15 à moins que ça soit vraiment concentré dans une même région, c'est pas assez pour faire élire beaucoup de députés. Alors, ça va diviser le vote des libéraux. L'Union nationale arrive premier dans 48 comtés. Il a la majorité des députés. Et ça va arriver au 20e siècle, 3 fois une élection où le gouvernement a moins de pourcentage que le parti d'opposition. En 66, Daniel Johnson va battre Jean Lesage comme ça. Et en 98, Lucien Bouchard va battre Jean Charest, 1% de moins. Alors donc, c'est notre mode de scrutin qui veut ça. Donc, Duplessis est élu, et là, il va mettre son emprise sur la province de Québec en 1948. Machine électorale de première classe, avec, en plus, du patronage, de la corruption, des morts qui votent. Hein? Il y a en Abitibi, pendant une élection, je pense que c'est une élection complémentaire, il faudrait que je vérifie. Il y avait eu plus de voix exprimées que de gens inscrits sur la liste électorale. Alors là, il devait y avoir des bulletins de vote qui traînaient dans le fond, ou on ne sait pas trop. Il y a des gens qui se sont inscrits, en fait, c'était de notoriété publique. On allait chercher les noms sur les pierres tombales du cimetière, puis on inscrivait les gens, puis on votait à leur place. Alors, mis au fait par les journalistes, Duplessis a dit, il y a eu plus de voix exprimées que d'électeurs. Ça prouve la popularité de l'Union nationale. Donc, là, la machine est en marche. Duplessis va gagner 48, 52, 56. Là, avec des majorités absolues de plus de 50 des votes. Mais là, jusqu'à quel point ça représente la volonté de la population, avec tous les votes achetés, avec tout le trichage, on ne sait pas trop. Mais il n'y a personne qui peut dire qui, en tout cas, officiellement, il n'avait pas, il n'était pas, là, vous avez le pourcentage, vous avez le nombre de sièges. Hein. Alors, chef libéral, Georges-Émile Lapalme, pas trop charismatique, très intellectuel. Ça arrive de temps en temps, Parti libéral. Il y a eu Claude Ryan aussi qui était de ce style-là. Alors, ça n'aidait pas beaucoup avec Duplessis qui faisait des mots d'esprit à tout bout de champ. Alors, Duplessis a gagné 4 mandats majoritaires de suite, même s'il n'y avait pas de majorité de voix, là, il y avait une majorité de sièges. Et si on compte les élections de 27, 31, 35, 36, 39, je pense que c'est 9 élections de suite comme député de Saint-Maurice. Il est mort au travail. Alors, il n'est jamais redevenu simple citoyen par la suite. Duplessis revient 44 à 59, machine électorale qui fonctionne, là, je vous l'ai décrite un petit peu. Alors, j'ai des fiches, donc finalement, je ne me servirai pas. Ouais, c'est ça. Le patronage, bien évidemment, 10% de tout contrat gouvernemental allait directement chez Jerry Martineau dans sa valise. Alors, pas de problème de financement pour Maurice Duplessis. Je ne sais pas si les enveloppes étaient brunes. Mais en tout cas. Il n'y a pas besoin de faire de cocktail de financement avec Nathalie Normando pour que ça marche. Alors, un autre élément, l'autonomie provinciale. Alors ça va être son cheval de bataille préféré dans les années 50 qui va aider sa popularité, on va y revenir. Modèle de développement économique libéral, au sens économique du terme. Hein? Investissement étranger, propriété privée. Alors, Duplessis ne veut pas faire intervenir l'intervention de l'État comme ça a commencé. Alors, quand je vous disais que dans les années 30, il n'était pas tellement différent de beaucoup de premiers ministres provinciaux ou de gouverneurs d'État, mais après 1944, c'est l'ère de l'État-providence. 2 choses. Le gouvernement a un rôle pour stimuler l'économie pour éviter que la crise reprenne. Deuxième chose, répartition de la richesse, parce que de 1929 à 1945, tout le monde s'est privé. Bon, on n'a pas été privé de travail pendant la guerre, mais il y avait des rationnements, il y avait de l'épargne forcée, puis il y avait une pénurie de toutes sortes de choses. Alors, de 29 à 44, à 45, les gens s'étaient privés. Au lendemain de la guerre, ils voulaient consommer. Mais c'est l'ère de consommation qui a commencé. Puis on voulait aussi la sécurité, ne pas se retrouver au chômage, se retrouver malade et ruiné du jour au lendemain. Alors, c'est l'ère de ce qu'on a appelé l'État-providence.
Alors là, les gouvernements interviennent pour répartir la richesse et stimuler l'économie. Duplessis ne veut pas. Duplessis, c'est un libéral au sens d'avant la guerre. Alors, Duplessis ne veut pas l'intervention de l'État. Alors, il va rester libéral dans une ère où le libéralisme, ceux qui se disent libéraux, ont changé. Ils sont devenus des libéraux réformés, si on veut, des progressistes. Alors que Duplessis, lui, reste un libéral classique. Alors, donc, son modèle de développement économique, c'est le même que M. Taschereau et de Lomergouin avant. On exploite les ressources naturelles. On ouvre des usines qui sont des filiales de compagnies américaines qui font travailler les Canadiens français au salaire minimum, au salaire raisonnable. Alors, donc, il va se vanter chez les Américains, venez au Québec avec une main-d'œuvre docile et paisible. Comment que la main-d'œuvre va être paisible? C'est à cause il va taper sur les syndicats. Hein? Comment? Madeleine Parent, ben oui. Ah oui, bien écoutez, je vais vous parler d'un livre tout à l'heure où elle a livré son témoignage. C'est un colloque que j'avais organisé en 1996. Elle est venue témoigner de ça. Madeleine Parent, qui évidemment, il faut dire qu'elle était militante communiste aussi, ça ne l'a pas aidé, là. C'était plus facile. Donc, modèle de développement économique, libéralisme classique. Un modèle de développement social classique également, mais classique à la québécoise, c'est-à-dire que l'État n'intervient pas. On laisse l'Église s'occuper des services sociaux, de la santé et de l'éducation. Ça ne coûte rien. Il ne l'a pas endetté, la province de Québec. Il n'a pas fait de dépenses. En fait, il en a fait des dépenses, mais qui étaient moindres que ce que ça lui aurait coûté s'il avait agi comme les autres gouvernements et géré les écoles lui-même. Et de plus ça avançait, dans les années 50, avec le baby-boom d'après-guerre, plus il en construisait des écoles et des hôpitaux, ce qui est administré par l'Église. Alors, c'était un bon deal pour lui. Et l'Église avait besoin de l'argent de Duplessis pour faire fonctionner ça. Alors, quand il disait que les évêques mangeaient dans sa main, c'est à peu près ça, là. Les évêques allaient demander des subventions tout le temps. Alors donc, il va y avoir une controverse sur Duplessis. Était-il un conservateur? Oui, il était un conservateur sur le plan social, mais c'était aussi un libéral sur le plan économique. Alors, il y a eu une chicane là, entre sociologues et historiens quand des sociologues ont lancé Duplessis c'est un modèle de développement libéral. Bien, ils avaient raison, parce que sur le plan de la théorie, c'est du libéralisme économique qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Il faut que l'État soit le plus tranquille possible. Hein? Il disait, Duplessis, le paternalisme d'État conduit au désœuvrement. Je pense que c'est ça. Félix Leclerc serait d'accord avec lui. Hein? Le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler. Alors, le paternalisme d'État conduit au désœuvrement, détruit l'initiative personnelle, seule source du progrès, et mène droit au désordre en suscitant des appétits irréalistes. L'unique rôle attribué à l'État est de réprimer les abus et de veiller à l'ordre public et à la paix sociale. Pas Stephen Harper qui dit ça, là. C'est Maurice Duplessis. Alors, on va passer à la prochaine étape. Duplessis a protégé l'autonomie provinciale. Bon, il y avait Honoré Mercier avec Oliver Mowat de l'Ontario, qui, dans les années 1880, avait lancé cette idée de l'autonomie provinciale, que le Canada est un pacte entre provinces et que le gouvernement fédéral ne pouvait pas intervenir dans les champs de compétences des provinces. Le gouvernement fédéral, à partir de 1937 et surtout à partir de 1945, a décidé de lui mettre en place un État-providence. Le problème, c'est que les programmes sociaux, c'est les provinces qui sont censées les faire. Les provinces ont eu du mal à faire face à la pauvreté pendant la grande crise. Alors, le gouvernement fédéral a dit, on va vous aider, les provinces. Cédez-nous tous les impôts directs, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions et l'impôt sur les sociétés, et on va vous donner une subvention en retour, puis vous allez toujours avoir de l'argent. Duplessis regarde ça et dit, oui, mais si on n'a pas notre autonomie fiscale, comment on peut avoir une autonomie législative, une autonomie provinciale? Alors, Duplessis s'est toujours opposé à ce que le gouvernement fédéral voulait proposer, lui céder la presque totalité des sources de revenus au fédéral, sauf les ressources naturelles, les taxes municipales, et en même temps avoir la liberté de faire des programmes sociaux ou de ne pas en faire, parce que Duplessis ne voulait pas en faire. Bon, il était contre l'intervention de l'État, on vient de le voir. Alors, Duplessis s'est battu d'abord avec le premier ministre de l'Ontario, Mitch Hepburn et George Drew, les deux premiers ministres du fin des années 40, et finalement tout seul. L'Ontario a fini par être acheté par Ottawa. Alors, en 1952, Duplessis est le seul à s'opposer à ce changement
du partage des revenus entre le fédéral et les provinces. Alors, Duplessis lutte contre la volonté du gouvernement fédéral, puis en plus, bien, depuis 1948, c'est un Canadien français, Louis Saint-Laurent, qui est premier ministre, le gouvernement fédéral qui veut, sous prétexte de répartir la richesse dans le Canada, prendre le contrôle d'à peu près tous les impôts et faire ses propres programmes sociaux fédéraux et aussi subventionner ceux des provinces. Alors, Duplessis s'est battu contre ça, pas parce que vraiment il voulait faire des programmes sociaux provinciaux, parce qu'il s'opposait à l'intervention de l'État. Donc, Duplessis va se battre et va réussir. C'est une longue histoire. Il va créer un impôt provincial en 1954. Il va refuser les subventions du fédéral aux universités. En fait, il ne pouvait pas les refuser, mais il disait aux universités qui acceptaient les subventions, on va vous couper votre subvention provinciale du même montant. Alors, les provinces n'ont pas, les universités ne l'ont pas accepté. En 1955, dans des négociations secrètes, Saint-Laurent va accepter, va abandonner. En 1956, ça va être annoncé publiquement que toutes les provinces qui ne veulent pas que le gouvernement fédéral collecte les impôts directs vont pouvoir continuer à avoir leur impôt provincial. Et donc, grande victoire politique pour Duplessis. Duplessis va, en 1956, dans la foulée de cette lutte épique pour l'autonomie provinciale contre Ottawa, être réélu dans l'honneur et l'enthousiasme, si vous voulez. Donc, c'est une de ces différentes luttes. En 1948, ce qui va l'aider, c'est le drapeau. En 1952, il va avoir de la misère un petit peu, parce qu'il va avoir subi de 48 à 52 beaucoup d'opposition des syndicats. Mais finalement, il y a toujours une bonne raison pour voter Duplessis. Alors, bon, ben, écoutez, Duplessis va mourir en 1959 lors de vacances à Shefferville. Quelques mois avant son décès en septembre 1959, en mai 59, lors d'un discours à cette île, il va dire « Personne d'autre n'a aimé plus que moi la province de Québec. Non, personne d'autre n'a aimé plus la province de Québec que celui qui vous parle. » C'était lui qui parlait. Alors, d'ailleurs, il disait souvent « Je suis célibataire parce que j'ai épousé la province de Québec. » Il y en a qui ont épousé le petit Jésus, bon Dieu, là, mais lui, c'est la province de Québec. Alors, les controverses d'aujourd'hui sur Duplessis. Bon, première chose à dire, la Grande Noirceur. La Grande Noirceur, c'est appelons ça un mythe, hein, parce que c'est basé sur un fond de vérité, comme tous les mythes, mais ça ne reflète pas entièrement la réalité. Alors, la Grande Noirceur, c'est l'idée qu'avant 1960, on vivait dans les ténèbres, hein, the Dark Ages, une période noire où finalement il n'y avait aucun plaisir, puis que l'Église menait le Québec. À l'extérieur du Québec, on parlait du Priest-Ridden Society, la société menée par les prêtres, les curés. C'était en grande partie vrai, hein, parce que l'Église a remplacé l'État. Après 1867, après la création de la province de Québec, les politiciens provinciaux ont fait une espèce de pacte entre eux-mêmes, détenteurs de la moitié de la souveraineté, la provinciale, et l'Église catholique. On ne va pas se mêler de vos affaires. Renez les écoles, renez les hôpitaux, renez les programmes sociaux, puis nous autres, on va faire de l'argent avec le patronage, puis les Anglais vont faire des usines. Alors, tout le monde est content. Hein? Ça va marcher comme ça longtemps. Alors là, on a un État qui a délégué toutes ses responsabilités à l'Église, une partie de ses responsabilités sociales. Et l'Église catholique, en fait, pour bien des gens, et surtout des femmes, pour avoir une carrière, on est obligé de devenir prêtre jusque dans les années 60. Pour avoir une carrière intéressante, là, puis surtout les femmes. Les femmes, ensuite, bon, le gouvernement a pris le contrôle des hôpitaux, ça va prendre un certain temps avant que des femmes reprennent des rôles d'autorité, mais des femmes religieuses qui dirigeaient des hôpitaux, des orphelinats, tout ça, c'était des postes de responsabilité, c'était des carrières intéressantes. Mais là, il fallait abandonner sa vie de femme pour faire ça. Mais pour bien des hommes aussi. Hein? Frère Marie-Victorin, puis d'autres, là, c'est des gens qui ont... Puis Marie-Victorin, ça a travaillé longtemps, hein, d'être obligé d'être célibataire pour avoir une carrière universitaire. Et donc, l'Église catholique a pris une place disproportionnée, si bien qu'on peut dire que dans les années 50, ou à peu près, la société civile québécoise et l'Église catholique, c'était quasiment la même chose. Puis les mêmes divisions qu'on avait dans la société, on les retrouvait dans l'Église. Là,
tombe dans des thèmes bien spécialisés, mais il y avait des gens dans l'Église qui étaient à gauche, puis il y a des gens dans l'Église qui étaient à droite. Le père Bouvier, c'était la droite, puis le père Lévesque à Québec, c'était à gauche. Alors, l'Église se confondait avec la société civile. Alors, l'Église prenait beaucoup de place, mais pas nécessairement une place toujours négative. Hein. Si on parle français encore aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de l'Église. Et si on a une autonomie provinciale aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de Duplessis. Parce que si Duplessis n'avait pas gardé les finances de la province de Québec en santé dans les années 40 et 50, il n'aurait pas eu de révolution tranquille. Si Duplessis avait cédé à Ottawa les pouvoirs fiscaux, il n'aurait pas eu de révolution tranquille. Fait que la Grande Noirceur, c'est un mythe qui a été inventé par ceux qui ont pris le pouvoir en 1960 pour se donner le beau rôle. Si on regarde les mémoires de ceux qui ont fait la révolution tranquille, puis je ne veux rien leur enlever, ils présentent tout ce qui était fait avant eux comme étant négatif. Il n'y avait que de la corruption, puis nous autres, on n'en fait pas. Il n'y avait que des investissements étrangers, nous autres, on a développé les capitaux québécois, etc. Alors, faire attention avec l'idée de la Grande Noirceur. Tout n'était pas négatif avant 1960. Puis l'Église ne nous a pas seulement nui. Hein? Il faut regarder ça de manière équilibrée. Hein? C'est pas prendre parti pour un côté ou de l'autre. Alors là, l'autre thème, bon, là, ça, c'est la Grande Noirceur versus la Révolution tranquille. Puis j'ai le malheur de voir les effets de ça dans avec mes étudiants. Il y a bien des étudiants qui pensent que le Québec n'existait pas avant 1960, là, que le Québec est né en 1960. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui savent que le Québec existait avant 1960. Et vous êtes même témoins de ça. Alors, était-il conservateur ou libéral? Bien, ça, c'est un picossage de spécialistes entre sociologues et historiens, parce qu'effectivement, on parlait de Duplessis comme un grand conservateur, mais c'est vraiment un débat de sémantique. Ça veut dire quoi, conservateur? Alors, son conservatisme social, c'est-à-dire l'idée qu'il était traditionnaliste, en fait, il disait « Je suis le chef du seul gouvernement catholique d'Amérique du Nord. Hein? On est loin de la Charte des valeurs québécoises. Là. Le gouvernement catholique, il a mis le crucifix en 1936 quand il est arrivé le premier ministre. Hein? Un geste politique, ça. Et puis, en plus, puis Jean Lesage ne veut pas enlever en 60. Puis Couillard ne veut pas l'enlever non plus. Marois, on ne sait pas. Alors, en 1937, il a quasiment fait un serment lors du congrès eucharistique à Monseigneur Villeneuve, là, comme quoi, là, qui se met au service de l'Église catholique, à genoux, le bec sur la bague, mon ami. Je veux dire comme Jean Chrétien, je suis allé voir l'évêque, et puis il a dit ça en anglais, I went to the bishop and I kissed his bag. Je vous l'expliquerai après. C'est pas mal. Alors, donc, Duplessis, le catholicisme. Hein. Duplessis je pense qu'il était un croyant sincère. Il allait à la Basilique de Québec tous les mercredis matins parce qu'il vouait un culte à Saint-Joseph. Il a aidé le frère Marie-Victorin à faire... pas le frère... Oui, c'est ça. Oui, ils ont fait le jardin botanique, mais aussi le frère André, c'était son ami. Il était le portier du Collège Notre-Dame quand Duplessis était à l'école primaire. Alors, quand en 1937, le frère André est décédé, Duplessis lui a construit un mausolée. Il était premier ministre à l'époque. Alors, je pense que c'est un catholique sincère, mais en même temps, il se servait du sentiment religieux. Comme on dirait aujourd'hui, il instrumentalisait la religion. Il s'en servait pour ses fins politiques, pour se maintenir au pouvoir. Il a tapé sur les témoins de Jéhovah dans les années 46 à 59, comme je vous l'ai dit, parce que c'était populaire dans la population. Hein? Il ne s'adressait pas aux voiles, il s'adressait aux témoins de Jéhovah. Alors, où il ne tapait pas ses carrés rouges, il tapait sur les témoins de Jéhovah. Alors, chacun sa manière de se rendre populaire. Alors donc, parce que je ne veux pas faire de préférence entre Mme Marois et M. Charret, qui utilisent les mêmes tactiques, finalement. Mais donc... coupez là-bas, là. Ne diffusez pas ça tout de suite. Alors, c'est parce qu'après avoir été conseiller politique, je peux vous dire que, puis d'avoir lu pas mal tous les trucs, là, je pense que c'est assez facile à lire comme tactique. Donc, il était conservateur sur le plan social. Il tapait sur les ouvriers, mais en réalité, taper sur les ouvriers, c'était son libéralisme économique. Hein, parce que lui, son modèle économique, c'était de faire en sorte que la main-d'œuvre continue d'être bon marché pour que les investisseurs étrangers viennent. Alors, ça faisait partie de son libéralisme économique. Il n'y a pas de contradiction entre son
conservatisme. Alors, Duplessis était et conservateur et libéral. Mais selon, il faut nuancer ce qu'on veut dire. Exemple de conservatisme, sa loi sur la loi du cadenas. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'est quoi la loi du cadenas? Vous êtes trop jeune. Hein? C'est quoi? Oui, c'est quoi la loi du cadenas? Ça, c'est les résultats. Oui. Il luttait contre le communisme. En fait, c'est Monseigneur Villeneuve qui l'a poussé à lutter contre le communisme. Puis dans les années 30, on luttait beaucoup contre le communisme parce que pendant la crise, le capitalisme était très contesté. Le communisme était en train de remonter. En Ontario, on était aussi anticommuniste qu'à Québec. Mais à Québec, on avait l'appui de l'Église. Alors, Duplessis avait adopté une loi pour lutter contre la propagande communiste. On a appelé la loi du cadenas, qui lui permettait de fermer tout lieu soupçonné de servir à la propagande communiste. Alors, le journal communiste à Clarté a été cadenassé en 1948 par la police avec la loi. La loi a été cassée par la Cour suprême parce que ça a été considéré comme une loi criminelle, puis les provinces n'ont pas le droit de faire une loi criminelle. Il associait aussi le communisme à la montée du syndicalisme. Oui, bien c'est ça. Ben, lui, il se servait du communisme pour lutter contre le syndicalisme, même s'il y avait peu de syndicats communistes au Québec. Il y en avait. Il y en avait en Abitibi surtout. Il y en avait un petit peu à Montréal. Alors, la grève d'asbestos. Hein? Alors ça, alors, on peut voir du conservatisme en termes de répression et d'autoritarisme, mais on peut voir aussi du libéralisme économique parce qu'il se ralliait aux patrons contre les ouvriers pour maintenir les ouvriers dans une condition de misère. Alors ici, ce qu'on a, c'est des gens qui se faisaient taper dessus par la police provinciale, qui obéissaient directement aux ordres du Duplessis, ce qui est inconcevable aujourd'hui. La proximité entre l'Église et l'État, constamment. Là, c'est pas la bonne photo, parce que Monseigneur Charbonneau, c'était un gars de la gauche dans l'Église. Alors, d'ailleurs, il s'est fait dégommer après la grève d'asbestos, parce que lui, il avait appuyé les grévistes. Il avait fait une collecte. Mais Duplessis se faisait volontiers photographier avec les évêques. Ses grands amis, le successeur Monseigneur Léger, Villeneuve, Cabana, Sherbrooke, Courchaine, Rimouski. En tout cas, belle gang. L'affaire Roncarelli, alors c'est mon ami Roncarelli. J'ai rencontré, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, j'ai rencontré son fils à Toronto. Pas Rob Ford, Robbie Roncarelli. C'est un Rob quand même. Alors, son parti pris pour l'agriculture. 1936, Duplessis, quand il prend le pouvoir, son premier discours, c'est de dire que le Québec est une province agricole et que le lieu naturel des Canadiens français, c'est l'agriculture, c'est rester dans les campagnes. L'Église adorait ça parce que l'Église a eu beaucoup de mal à accepter l'urbanisation. Mais ça ne correspond pas du tout à la réalité québécoise. Ça fait longtemps que le Québec est à majorité urbaine. Mais la carte électorale faisait en sorte que les campagnes étaient surreprésentées. Alors, il allait chercher le vote de la campagne, puis ça lui permettait de passer constamment. Alors, Duplessis avait un discours agriculturiste très 19e siècle. Hein. Quand tu dis que la place des Canadiens français, c'était à la campagne, c'est ce que l'Église disait au 19e siècle pour nous empêcher d'aller en ville puis d'être s'acoquiner, se perdre. Ah oui. Dans les années 20, Lionel Groulx était fort là-dessus. Alors, c'est un libéral parce qu'il veut le développement économique. Ça, c'est quoi ça? C'est censé représenter quoi? Une usine. Oui, c'est ça. Puis des travailleurs. Alors, libéral, c'est un libéral au sens du libéralisme économique. Bon, ben voilà pour Duplessis, qui est décédé en 1959, et voilà. Alors là, on se pose la question, est-ce qu'on était pour Duplessis à Duplessisville? Alors, je suis allé voir les statistiques électorales de 1912 jusqu'à 1973. Et évidemment, Duplessis, ça a commencé ici. C'est ces élections-là où Duplessis était. Alors, en fait, ce qu'on peut dire sur Plessisville, en fait, je ne suis pas allé chercher les statistiques de Plessisville. J'aurais pu passer 2-3 jours dans les archives pour ça, là, mais là, je suis allé sur Internet un matin, puis ça a fait la job. Mais j'ai juste le comté de Mégantic, avant 1970, le comté d'Arthabasca, après 1970. En tout cas, il me semble qu'on était dans le comté de Mégantic à l'époque. Je votais pas, là. Oui, bon. Alors, ces deux comtés-là sont considérés, comme on appelle aujourd'hui, des circonscriptions baromètres. C'est-à-dire, généralement, presque tout le temps, on vote du même côté que la majorité.
Et donc, si on regarde 1935 et 1936, c'est Tancred-Labbé, qui était de l'Action libérale nationale au départ, et qui a viré Union nationale avec Duplessis en 1936. Donc, en 1935, on était dans l'opposition pendant la petite année où Taschereau s'accrochait au pouvoir par la peau des dents. Alors, du côté du pouvoir en 1936, on vire libéral en 1939, dans le temps de Godbout. Là, il y a eu une élection complémentaire en 1940. On vote pour Tancred-Labbé encore. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Louis-Wood, là, mais... et donc, pendant la majorité du mandat de Godbout, on était dans l'opposition après cette élection complémentaire. Tancred-Labbé, député d'arrière-ban de Duplessis, jusqu'à ce qu'il y ait une... Je ne sais pas ce qu'il est... Il est peut-être mort en 1956, je n'ai pas fait de la recherche. En tout cas, une élection complémentaire en 1956, mais c'est un autre de l'Union nationale qui a été élu, donc on est resté du côté du pouvoir. Donc, il y a peu d'exceptions où on est dans l'opposition. Et en 1960, on va libéral jusqu'en 1966, comme toute la province. Puis en 1966 à 1970, on revire Union nationale, comme le reste de la province. Puis en 1970, ralliement créditiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en général, on peut dire que Mégantic et Arthabasca, c'est des comtés baromètres. Je me rappelle, en tout cas, les premières sélections que je suivais dans les années 70-80, on disait tout le temps, on surveille Arthabasca parce que c'est un comté baromètre, ça vote d'habitude de la même façon que le pouvoir. Bon, pour en savoir plus, alors je vous ai déjà parlé de la série Duplessis. C'est plus accessible qu'un livre universitaire. C'est amusant. Mais les gens qui ont connu Duplessis, qui ont vu la série, ont dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Boudez pas votre plaisir, amusez-vous. Jean Lapointe est magistral là-dedans. Le plus récent livre sur Duplessis qui a été fait suite à un colloque qu'on a fait en 2009 pour les 50 ans de la mort de Duplessis. On le commémorait, on ne le célébrait pas, attention au mot, là. On commémorait les 50 ans de la mort de Duplessis. Ça s'appelle Duplessis, son milieu et son époque. Les dernières recherches sur Duplessis sont là-dedans, mais c'est un livre universitaire, évidemment. Et là-dedans, vous avez le texte que j'ai écrit sur les relations de Duplessis et les premiers ministres de l'Ontario. Plus ancien, un colloque que j'ai fait en 1996 sur Duplessis, dans lequel il y a un texte de Madeleine Parent, j'ai des témoignages d'autres aussi à l'époque, François Albert-Anger, Arthur Tremblay, Gérard Pelletier, un opposant à Duplessis. Et donc, mais aussi des articles universitaires, à mon avis, plus accessibles. J'en ai fait un sur les relations Duplessis et l'Église dans ce livre-là. J'en ai des exemplaires à 10 $ chacun seulement, si vous voulez. Autre lecture intéressante, mon fameux mémoire de maîtrise, qui date de 1986, sur Duplessis contre les témoins de Jéhovah. Alors, voilà, c'est pas la pochette, mais la couverture. Ça aussi, j'en ai à 10 $, les fonds de stock. Et dans d'autres domaines, là, on change complètement de sujet, c'est d'autres livres que j'ai écrits, que j'ai avec moi. Le Canada anglais et la souveraineté du Québec, que j'ai publié en 1995 pendant la campagne référendaire. Parce qu'un des aspects de la question référendaire de 1995, comment le Canada anglais va réagir? Il y en a qui venaient s'imposer dans notre débat. Je pense à Bob Rae à l'époque, qui était ancien premier ministre de l'Ontario, puis il venait dans les débats. J'en ai fait un avec lui à Radio-Canada au Point. Puis là, il dit, on va capoter, on va réagir, là, puis essayer de faire peur au monde. Et moi, j'ai voulu voir exactement comment le Canada anglais voyait la question de la souveraineté du Québec. Puis je l'ai regardé de nouveau, je ne l'ai pas lu au complet, parce qu'il y a un de mes étudiants qui me demandait qu'est-ce qu'il y a dans votre livre. Je me suis rendu compte que dans le fond, depuis 1995, depuis 18 ans, on a fini par tout oublier, toutes ces questions-là. Toutes ces questions-là qu'en 1995, on connaissait sur le bout des doigts. Parce que la question de la question nationale, de la situation du Québec dans le Canada, on en a parlé constamment de 1968 et même avant, jusqu'à 1995 et un peu au-delà. En 1995, c'était la première, la deuxième, la troisième nouvelle au téléjournal. Puis tout le monde regardait le téléjournal, n'était pas pitonné sur notre téléphone. Alors, donc, on était alphabétisés, si on veut, par rapport à la question nationale. Puis, quand j'ai examiné, avant la campagne référendaire, comment le Canada anglais concevait chacune des questions entourant la question référendaire,
ben, je me suis rendu compte que la liste des sujets, elle est là. Puis là, je me suis rendu compte, avec le recul, mon Dieu, tout ce qu'on a oublié, toutes ces questions de est-ce que le Canada va éclater? Quelle va être la répercussion dans les régions du Canada? Comment on va partager la dette si le Québec devient souverain? Est-ce que le Québec va être reconnu sur la question sur le plan international? Quelle sorte de période de transition on peut entrevoir? J'ai dirigé un collectif avec les intellectuels pour la souveraineté qui s'appelait Le pays de tous les Québécois, diversité culturelle et souveraineté, 10 $. Et puis, le Canada anglais, la souveraineté du Québec, voyons. Alors, là, c'est le mauvais titre. C'est ça, un PowerPoint pour réviser. Alors, c'est mon dernier livre, là, j'en prépare 2 autres. L'enseignement de l'histoire au début du 21e siècle au Québec. Bon, il y a eu la controverse de Parizeau, mais il y a eu la controverse sur les programmes d'histoire en 2006, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Alors, sur la place de la question nationale et sur la place des connaissances historiques par rapport aux fameuses compétences transversales ou autres, ou disciplinaires. Alors là, avec la Société des professeurs d'histoire, on a fait un colloque à Trois-Rivières lors du congrès de la Société des professeurs d'histoire et on a fait ce livre-là pour essayer de traiter de cette question-là. Celui-là est un petit peu plus cher, 15 $. Alors, pour spécialistes, 2 prochains livres. Un livre d'entretien avec Louis Bernard. Vous savez qui est Louis Bernard? Oui. Chum à René Lévesque, oui. Chef de cabinet de René Lévesque. Secrétaire général du Conseil exécutif, premier fonctionnaire du Québec en fin des années 70 et en 95, juste avant le référendum. Et candidat au leadership du Parti québécois. Il y a eu une carrière politique après. Alors, le livre est presque terminé. Ça va sortir chez Boréal au début de l'année prochaine. Et finalement, les actes du colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure, les grands commis de l'État et les grandes missions de l'État dans l'histoire du Québec, dont je vais rédiger l'introduction avec le spécialiste retraité de l'histoire administrative, James Ian Gow, qui a 79 ans aujourd'hui, qui est content que quelqu'un relance l'histoire de l'administration publique. Ça devrait être plus tard chez Presse Université du Québec. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai passé 75 minutes. Je vais prendre quelques questions s'il reste du tape, là. OK, il y a Taxe provinciale, c'est pas juste à Québec aussi? Non, en fait, ce qu'on confond beaucoup, ben là, non, taxe provinciale. La taxe provinciale, c'est une chose. Hein, la taxe de vente, presque toutes les provinces en ont, sauf l'Alberta, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont du pétrole. Alors, l'impôt provincial, toutes les provinces en ont, sauf que il y a seulement au Québec qu'on fait un rapport d'impôt séparé. Dans les autres provinces, on calcule un pourcentage par rapport à l'impôt fédéral. C'est versé ensuite aux provinces. Oui. Pour donner le goût aux élèves de secondaire, par exemple, de l'histoire, eux qui n'ont pas vécu ça, le débat sur la souveraineté, qu'est-ce que vous voyez comme façon de présenter l'histoire au secondaire? Bonne question. En fait, il faut redonner ses lettres de noblesse à l'histoire politique. Parce qu'avant, il n'y avait que de l'histoire politique. Puis c'est comme si, avec les politiques, il venait le monde. Là, il y a eu une espèce de révolution dans les années 70. Il fallait raconter l'histoire à partir de bas en haut, comme ils disent en anglais, from the bottom up. Alors, il ne faut pas penser que tout vient des autorités. Alors, évidemment, dans une ère plus démocratique, on considère que faisant la géographie ou en traitant des grands personnages comme des saints, comme s'il y avait qu'eux qui comptaient. Alors là, on a exagéré dans l'autre sens. On a discrédité l'histoire politique. En même temps, ça permet de discréditer les politiciens au passage. Mais on manque une manière de comprendre ce qui nous manque, c'est-à-dire ce que ça nous enlève, c'est la compréhension du destin collectif d'un peuple. Et qui passe, entre autres, par la politique, mais pas seulement par ça. Alors, il faut une histoire équilibrée qui ne fait pas que de raconter l'histoire à partir du journal de votre grand-mère. C'est beau, le vécu quotidien, c'est une chose, mais là, si on ne fait que ça, on a une vision individualiste, très centrée sur la personne, alors que
l'individu sans la collectivité, en tout cas, moi, je pense encore qu'il ne peut pas fonctionner. Hein, il ne peut pas fonctionner sans faire partie d'un groupe. Et en fait, la politique, c'est une manière pour les individus de se liguer ensemble pour aller dans une direction. Peu importe la direction. Là, il y en a qui disent, vous voulez faire de l'histoire politique, là, vous êtes indépendantiste, puis vous pensez que c'est... Ben, peut-être que oui, ça va nous mener à ça, peut-être que ça va nous mener à autre chose aussi, mais au moins, on va pouvoir s'unir pour faire des choses. Hein, parce que là, les politiciens sont complètement bloqués. Alors, puis ce dédain pour l'histoire politique, puis sur l'idée qu'on puisse faire des choses collectivement, si on pousse dans la même direction, ça empire la situation de... on se trouve tous impuissants devant les politiciens sont impuissants devant les problèmes, on est dans l'impuissance collective tout le monde ensemble. Puis je pense que l'histoire politique nous permet de voir qu'il y a des choses à faire, sans nécessairement redonner les pleins pouvoirs aux politiciens pour nous écraser, là, pour nous matraquer. Je pense que c'est ça. Il faut retrouver, c'est pour ça que dans la lutte contre le nouveau programme d'histoire, il y a eu cette lutte contre la dénationalisation de l'histoire. C'est plus une histoire nationale, c'est une histoire individuelle, une histoire culturelle, une histoire régionale. Alors, je pense qu'il faut revoir le cadre dans lequel... Vous n'allez pas, hein? Achetez-vous un micro-cravate. Je vais m'acheter une cravate. Alors, donc, c'est une histoire nationale au sens de l'art politique et autres. Là, je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Le gouvernement actuel semble vouloir donner un coup de barre. On a développé une forme de cynisme face à la politique, tout ça. Là, cette nouvelle génération, Y, là, comment... Ben, je pense que l'histoire peut le montrer que le présent, là, c'est une chose, mais que l'histoire, c'est long par en arrière, c'est long par en avant. Alors, il ne faut pas rester le nez collé sur le présent. Parce que l'impuissance qu'on vit actuellement, elle va passer. Puis je pense qu'il faut se mettre en position pour essayer de dépasser cette impuissance-là. Ça veut dire qu'il y a un vide politique à un moment. Ah ben oui. C'est ça. Hein? Oui. Moi, Mais je trouve que il y a un vide politique. Ouais. Ça, là, ça peut changer très rapidement. J'espère. Parce que quand il y a un vide, là, la nature a horreur du vide. Ouais. C'est ça. Le problème, c'est que, si on prend le problème à la racine, on est dans une période d'individualisme, de matérialisme, d'égocentrisme. Puis là le fait que l'économie va bien, finalement, là, ça nous dit que, dans le fond, on n'a pas besoin du gouvernement pour nous aider, on n'a pas besoin de solidarité sociale et tout ça, mais malheureusement, ça va prendre une crise économique pour qu'on retrouve l'idée qu'il faut travailler ensemble, malheureusement. Mais ils disent que, justement, l'économique, il a fini son temps, probablement, parce qu'en réalité, si on continue à grossir de même, là, la planète... Oui. Ça, c'est un plan, là. On dépenserait quelque chose, pas un plan, mais je dis ça, c'est un niveau, là, tout à fait à moyen terme, incontournable. On dépense quelque chose comme 120-130% que ce que la planète est capable de renouveler. Alors, il y a une fin à ça, là. Puis, cherchez pas les fusées pour nous amener ailleurs, là. Il n'y a pas d'ailleurs, puis il n'y a pas de fusée. Alors ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que l'économie règle pas les problèmes, ça en cause. Je veux dire, l'idée qu'il ne faut pas donner d'entrave à l'économie, que le marché va se réguler tout seul, que tu fais une usine à quelque part, puis la richesse va finir comme par magie par se répartir également dans toute la population. Ça n'a pas marché, ça. Ça n'a pas marché, ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Alors, puis là, le problème, c'est qu'avec le libre-échange, on a échangé notre capacité de réguler l'économie par nos gouvernements en s'interdisant d'intervenir dans les marchés, en retour d'une économie apparemment qui est plus efficace, qui produit de manière plus efficace, qui est plus productive. On a des produits à bas prix, oui, mais on n'a plus de job pour avoir le salaire pour les acheter. Alors, et les politiciens sont impuissants parce qu'ils se sont eux-mêmes coupés par les traités de libre-échange des instruments étatiques pour pouvoir corriger les choses. Alors là, comment sortir de ce pétrin-là? Mais si on regarde l'histoire, dans les années 20 et les années 30, ils se posaient la même question, mais on finit par trouver quelque chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est vrai que, entendiez, mais que Lord Godbout, quand il a inauguré le pont de l'île d'Orléans, ben, Duplessis a fait un discours, hein, puis il a dit, le régime Godbout, c'est pareil comme le pont de l'île. C'est long, puis c'est proche de la chute.
Ah ouais, il a dit Adélard Godbout, quand il a inauguré le pont de l'île d'Orléans, il a dit le pont de l'île d'Orléans, c'est comme le régime Godbout, c'est long puis c'est proche de la chute. Je ne la connaissais pas celle-là. Je la retrouve, merci. Il avait aussi dit que c'était les communistes qui avaient fait sauter le pont de Trois-Rivières quand il était tombé. Là, évidemment, c'était facile de trouver le coupable. Je ne sais pas, le pont Champlain, c'est qui l'a magané, ça? Moi, j'ai hâte de redéménager dans l'île de Montréal puis plus avoir besoin de passer des... C'est rendu comme ça. Là, il y a une voile bloquée. Eh, mon Dieu, oui. Bon, ben écoutez, je vous ai retenu longtemps, là. J'espère que les petits-enfants ne sont pas trop partis dans l'île. Écoutez, merci de votre invitation, ça me fait plaisir, puis passez une bonne fin de journée.